Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour retrouver des vidéos intéressantes, importantes pour vous informer. Nous avons choisi une autre vidéo, une belle vidéo alléchante. Nous avons trouvé un petit coupon de cette vidéo pour vous montrer cela, pour vous présenter cela. Vous regardez, vous appréciez et vous nous dites notre commentaire. On peut revenir aussi après avec un petit commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter, de souscrire à la chaîne. Abonnez-vous, je vous en prie. Car il n'y a que vous seul qui nous donnez la force. Si vous ne vous abonnez pas, il n'y a pas de possibilité pour nous de grandir. Merci déjà pour ceux qui le font. Vous le faites nombreux. Merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. Quand je vous dis écoutez, likez, commentez et partagez. Partagez. Merci. Merci. On écoute la vidéo et on revient pour un petit commentaire. Parce que voyez-vous, les faits sont têtus. La candidature naît à une période donnée. Je dis bien les faits sont tenus. Les faits sont têtus. Chez nous, les praticiens du droit, vous allez voir le juge va vous dire donnez-moi les faits. Je vais vous rendre justice. Quels sont les faits? Pour le cas du Manidem, ça ne souffre de rien. Dans un premier temps, la déclaration de double candidature ne peut pas tenir et ne saurait tenir en quoi que ce soit. Au moment où le Manidem est investi, n'est-ce pas, investi le candidat Kamto, quelle est la situation juridique du Manidem? Qui est le président du Manidem, reconnu par l'administration? Sur le site de l'administration territoriale, c'est Etane Anissé. Bien avant, au-delà du site, il y a des précédents. Et les CAM, pendant plus d'une rencontre concernant les partis politiques, a donné des invitations à ce monsieur, qualité de président du Manidem, pour venir représenter ce parti. Donc les CAM est censé savoir qui est le représentant légal et indiscutable, n'est-ce pas, du Manidem, c'est Etane Anissé. Plus loin, le seul élu du Manidem, à l'instant où on fait la déclaration de candidature aux élections présidentielles, est investi par qui? Par le Manidem. À travers qui? Le président Anissé Etane. Qui a la légitimité nécessaire. C'est-à-dire que l'administration a enterré sa nature des droits acquis. Il n'y a aucune contestation sur ce plan-là. Sur le plan légal. D'où vient-il donc maintenant? Que par la chute, n'est-ce pas, l'administration croit pouvoir ressusciter quelqu'un qui avait été exclu de ce parti. Est-ce que c'est l'administration qui le ressuscite? C'est l'administration qui le ressuscite. Vous avez vu, je ne sais pas où va ce pays. Comment pouvez-vous imaginer, n'est-ce pas, qu'un ministère aussi sérieux ait pu déclarer à Mondovision que son site a été piraté? Mais ça peut arriver. À quel moment? Des sites sont piratés tous les jours. Quand bien le site aura été piraté, ce n'est pas innocent. Quand bien le site aura été piraté, quelle a été la réaction de l'administration? Cette administration est venue nous conforter dans le fait que c'est Anissé Etane qui est le président du Manidem, en déclarant, c'est écrit, c'est un communiqué radio, en déclarant que le nom du légitime président aurait été remplacé par le nom d'un tiers, qui a été affiché là avec une composition de bureau, dont l'un des membres a déclaré n'être en rien concerné par cette forfaiture. L'administration l'a assumé. L'administration l'a assumé. Donc sur le plan de la représentation, quand on entend parler de désordre dans les partis politiques, moi ça m'étonne. En réalité, il se trouve que depuis pratiquement 2018, je ne vais pas être trop dur, les usurpateurs qui nous gouvernent, les légitimes qui nous gouvernent, nous parlons simplement de dirigeants ou de personnes. On détectait en camp les usurpateurs qui nous gouvernent. Je n'ai cité personne. Je ne peux pas aller jusqu'à dire que c'est un voyou qui nous gouverne. Non. C'est pas tout le monde. Non, pas ici. Je ne peux pas aller jusqu'à dire que c'est un voyou qui nous gouverne. Non. On identifiait le professeur Maurice Kamto comme la plus grande menace. Voyez-vous, Claude, bien avant, vous savez, sur le calendrier électoral, les élections municipales et législatives devaient se passer avant les élections présidentielles. En février-mars. Qu'est-ce qui a fait donc, n'est-ce pas, que ces élections soient plutôt reportées en 2026? Les débats sur le mandat impératif, qui les a apportés? Ne sont-ils pas venus de vous? Jamais. Nous n'avions aucun problème. Même sur la bannière, n'est-ce pas, de notre parti, le professeur a suffisamment expliqué, n'est-ce pas, le fondement, n'est-ce pas, ou notre légitimité à la réussite du MLC à présenter un candidat en l'État. Mais à l'appel du peuple, c'est le peuple entier, parce que le RDPC, dont quelqu'un porte la voix ici, il ne peut pas avoir, je le martèle toujours, la légitimité de 5% de l'électorat camerounais. C'est des gangsters à col blanc, qui pour la plupart sont jugés en prison. Ça vous engage de mettre moi je le dis et j'assume. Professeur pour ce qui nous concerne, notre candidature ne souffrait
de rien. Mais aujourd'hui, Elections Cameroun, professeur Tinchouin, parle de pluralité d'investiture. Ça ne ressort d'aucun texte de loi. Pluralité d'investiture veut dire qu'il y a 2-3 candidats qui ont été chacun investis. Est-ce que ça veut dire en français facile qu'on a dans le parti, dans le Manidem, le professeur Maurice Kamto qui a été investi, Dieudonné Yebga qui a été investi, à l'UPC, Yam Timba investi par une faction de l'UPC, Abdourahmane Amadou Baba investi par une autre faction de l'UPC, Jean Baebek par une faction de l'UPC. Et si ces factions donc ont investi ces différents candidats, qui leur a donné l'autorisation de le faire ou de fonctionner? Est-ce que l'administration reconnaît 3 UPC, 2 Manidem en français facile? Bien, ce qui est sûr, au regard des textes qui régissent les partis politiques, la loi de 90, il est impossible de créer au Cameroun un parti qui porte l'homonymie d'un précédent existant. Ça veut dire que vous ne pouvez pas au Cameroun avoir 2 UPC. Et je crois que la jurisprudence du Manidem d'ailleurs est là pour nous conforter à l'idée que, à sa création, le Manidem souhaitait être appelé UPC Manidem. Mais le seul fait d'avoir adjoint, n'est-ce pas, l'appellation UPC a obligé le ministère de l'administration territoriale, qui avait agréé l'ensemble du dossier, à suggérer, ou bien à exiger que la mention UPC soit supprimée du Manidem, pour que cela devienne simplement le Manidem. Donc, il n'est pas possible, au regard du droit positif camerounais, qu'on ait 2 partis ayant la même appellation, les mêmes sigles, les mêmes symboles et tout le reste. Ce n'est pas possible. Et donc, revenons maintenant à la notion de pluralité d'investiture. Oui, on peut appréhender la notion sous un double prisme. Lorsqu'on examine le tableau des candidatures recensées par Elecam, cela peut donner l'impression que justement, il y a certains partis qui ont investi plus d'un candidat. Ça, c'est au niveau de l'apparence, de l'affichage. Mais au plan technique, au plan juridique, une investiture ne peut engager un parti, mais que lorsqu'elle a été conférée par l'organe statutairement institué pour engager le parti. Et donc, vous comprenez que si il y a des personnes qui se sont prévalues d'un parti, alors que leur investiture n'a pas été signée par l'officiel du parti, cette investiture ne peut pas engager le parti. Donc, au plan technique, la pluralité d'investiture n'a de sens que lorsque les investitures en question ont été données par la personne statutairement désignée, n'est-ce pas, pour représenter le parti. Et je dois dire que, par rapport à la question de la pluralité dont vous avez parlé, il faut dire que les partis politiques sont des associations privées. Et les textes qui les fondent sont des conventions. Et en droit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ça veut dire que les statuts, les règlements intérieurs des partis ne concernent que les membres de ces partis-là. Et il y a un autre principe qui est celui de l'effet relatif des contrats. Parce qu'étant que les contrats aux conventions, c'est la même chose. Alors, l'effet relatif des contrats veut que les personnes extérieures à l'opération n'aient rien à faire au contrat. Ça veut dire que si vous avez signé, par exemple, un contrat avec M. Biri, un contrat de bail, et qu'à échéance, M. Biri ne paye pas les loyers, Tinchouin n'a aucune compétence pour venir dire à Biri, payer Madame Mayo, parce que je suis extérieur au contrat, ce serait une émission abusive. Et donc cela justifie que, dans le cas par exemple du MP, dès lors que le MP a investi un seul candidat, même si l'investiture avait été signée par quelqu'un, que les statuts n'habilitent pas, Elecam n'a pas compétence pour apprécier la validité de cette investiture, parce qu'il n'y a pas de réclamation. Et donc Elecam ne peut pas, d'autorité, s'impliquer dans l'examen, n'est-ce pas, de la régularité d'une investiture. Dès lors qu'il y a un acte appelé acte d'investiture, le dossier devrait être conforté. À moins que, après l'acceptation de la candidature, il y ait une réclamation, n'est-ce pas, qui serait portée devant le Conseil constitutionnel. Mais dans le cas de la pluralité d'investiture, comme je l'ai dit, il fallait, dès lors qu'il y a pluralité d'investiture, Elecam, en tant qu'organe chargé d'opérer un premier filtre, est obligé en ce moment d'identifier la personne capable d'engager le parti. Et dès lors que il apparaît clairement que les investitures ont été signées par 2 personnalités différentes, il y a une certitude qu'un des dossiers ne peut pas engager le parti. Mais je crois que c'est la situation qu'on a retrouvée dans le Manidem, parce que si l'un a été investi par le professeur, par le président Ekane Anissé, et l'autre par M. Dieudonné, bon, je ne sais pas qui a signé son acte d'investiture, il va de soi que l'une des investitures ne pouvait pas engager le Manidem en tant que parti. Et donc, à ce moment-là, la posture qu'aurait adoptée Elecam aurait été celle qu'elle a adoptée, par exemple, pour l'Univers ou bien pour le RDPC. Et Elecam avait des ressources pour délibérer sur les 2 candidats, au moins pour retenir une, sur la base de la vraisemblance, quitte à ce que, en cas de contestation, que les recours soient exercés et que dans le cadre du débat contradictoire qui aura lieu devant le Conseil constitutionnel, que la vérité éclate. Mais vous disiez tout à l'heure que Elecam ne gère pas la régularité des investitures. Pourquoi ne pas simplement rejeter toutes ces candidatures ou tous ces dossiers de candidature, ou simplement trouver un autre motif que celui de la pluralité d'investiture? Parce que c'est l'investiture qui pose quand même problème. Votre question est capitale. Parce que cette question a alimenté les débats, n'est-ce pas, dans les milieux juridiques. Et j'ai vu des collègues, notamment un collègue de l'Université de Douala ici, n'est-ce pas, dans le cadre d'un débat où je prenais part, nous parler d'un article 162 alinéa 4 du Code électoral, qui disposerait
qu'en cas de pluralité de candidatures supposées émanant d'un même parti, que toutes les candidatures soient rejetées. Premièrement, il faut noter que cet article n'existe pas. Et vraiment, je suis désolé de constater que des collègues peuvent créer justement dans leur texte... pour le cas de l'élection présidentielle. Oui, que les collègues peuvent créer des dispositions qui n'existent. Il y a un article 162, mais cet article 162, d'abord, n'a pas 2 alinéas. Et ensuite, cet article 162 traite des incompatibilités pour l'élection législative, dont rien à voir avec l'élection présidentielle. Donc, il n'a pas un alinéa 4. Et il le disait sur un plateau de radio. Vous comprenez? Et il a fallu que je l'arrête pour lui dire, mais de quel texte parlez-vous? Vous voyez l'imposture qui caractérise, vous voyez, y compris le milieu universitaire. Je ne comprends pas qu'un collègue de droit public puisse venir sur une radio, n'est-ce pas, parler d'une disposition dont il n'a pas pris le soin de vérifier l'existence. Évidemment, on ne parle pas du collègue. C'est pour dire que vous allez le climat politique est pollué avec des imposteurs, n'est-ce pas, qui s'invitent et qui entretiennent un discours complètement inadmissible. Donc je voulais là, on a aussi parlé d'une jurisprudence UPC qui commanderait qu'en cas de pluralité de candidature, que la solution soit celle du rejet. Même si cette jurisprudence a existé, elle est à contre-courant de la philosophie des droits de l'homme. Parce qu'en matière de droits de l'homme, lorsque la prétention est d'exercer un droit fondamental, la seule solution que la situation commande, c'est de retenir celle qui permet de rendre effectif le droit fondamental, non pas de rejeter toutes les candidatures. Et donc la solution, c'est d'essayer de scruter parmi les dossiers celui qui apparaît le plus crédible pour l'admettre, quitte à ce que les contestations ultérieurement soient déblayées au niveau du Conseil constitutionnel. Merci, professeur. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.